Je me présente Étienne Paul. Je suis là pour parler des champs électromagnétiques et aussi de la vie au quotidien des personnes électrosensibles et comment cette histoire de vie elle peut être compliquée. Dans les médias, à l'heure actuelle, on ne peut pas dire qu'on voit beaucoup d'articles ou d'enquêtes sur ce sujet, que ce soit la vie justement des personnes électro-hypersensibles ou que ce soit aussi les dégâts, les dommages causés par ces champs électromagnétiques. Et pourtant, on peut que constater que des antennes fleurissent un peu partout autour de nous et qu'elles sont en plus maintenant renforcées aussi avec l'avènement de la 5G. Je fais moi-même partie de l'initiative qui s'appelle Responsabilité en matière de téléphonie mobile. Et à ce titre, j'ai un peu interrogé le comité de cette initiative et on a trouvé vraiment pertinent de réparer ce vide médiatique et de s'intéresser aux personnes qui sont hyper électrosensibles et de pouvoir faire un interview. Je suis ravi aujourd'hui que vous ayez pu nous accueillir chez vous, Marie, et on est vraiment dans une grande attente de ce qui va être dit, de ce que vous allez nous partager. Bonjour Marie. Bonjour, je vous remercie très sincèrement de venir ici et puis à travers moi de pouvoir faire parler les personnes électro-hypersensibles. Donc, voilà. Alors, en préparant cette interview, vous avez dit, Marie, que vous aviez été touchée par l'électrosensibilité il y a 4 années. Pouvez-vous nous raconter un peu plus sur le déroulement, comment ça s'est passé? Oui, donc il y a 4 années, bientôt 5, on va dire que je suis devenue électro-hypersensible. Et je compte les années parce que pour moi, il y a vraiment eu un avant et un après. Et c'est venu, il y a eu les premiers symptômes, ils paraissaient un petit peu anodins comme ça, et après c'est venu très rapidement. Donc au début, c'était des petits symptômes à l'oreille qui venaient comme ça le soir, auxquels je prêtais attention. Peut-être j'en avais d'autres dans la journée auxquels je ne prêtais pas attention. Et puis je suis allée voir l'ORL qui me disait qu'il n'y avait rien. Ok, donc je continue, je me dis c'est bizarre quand même, c'est pas normal. Et puis en vacances, le seul jour où j'utilise mon téléphone portable, mes douleurs reviennent. Alors que j'avais complètement oublié ça, mes douleurs reviennent ce seul jour-là, je commence à faire un lien. Mais bon, sans plus, les jours passent et là j'utilise une tablette avec ma sœur et elle me dit « j'ai mal à l'oreille et là je commence à avoir des douleurs ». Et je lui dis « ah ouais, moi aussi, ok, il y a un lien avec la tablette, on va arrêter ça ». Et puis après, je retourne au travail et là, ça devient de plus en plus fort, de plus en plus longtemps et avec de plus en plus de symptômes. Donc ça a commencé par les douleurs à l'oreille. Après, c'est des douleurs qui viennent aussi dans le cou pour moi, hein, et puis qui durent de plus en plus longtemps après un appel. Après, c'est les douleurs à la tête, le manque de concentration. Au début, je croyais que c'était uniquement le téléphone portable, donc j'achète des petites oreillettes à air, ok, je me dis, ah super, j'ai résolu le problème, mais pas du tout. En fait, il y a aussi le Wi-Fi. J'ai des problèmes de concentration, des maux de tête de plus en plus forts, de plus en plus longtemps, des douleurs dans le corps. Et là, je comprends petit à petit, oui, que je suis électro-hypersensible en faisant des recherches sur Internet. En fait, c'est de vous-même que vous avez pu poser ce diagnostic. Entièrement, parce que du côté médical, à l'heure actuelle, il y a une méconnaissance assez importante, hein, à part de quelques personnes isolées qui vont s'intéresser à la problématique. Une méconnaissance et aussi un déni. Pour la petite anecdote, j'avais contacté mon frère en me disant « ah, je vais trouver un soutien parce qu'il travaille dans le médical, il est médecin ». Et puis c'est peut-être de lui, à ce moment-là, que j'ai rencontré le plus d'incompréhension ou de pas de reconnaissance par rapport à ça. Donc c'est moi qui ai fait finalement le diagnostic et quand j'allais voir un médecin, je lui disais « voilà ce que j'ai ». Et puis soit il me croit, soit il me croit pas, mais s'il me croit pas, c'est pas grave, moi je sais ce que j'ai et je change s'il faut, c'est pas un problème. Donc j'ai fait mon diagnostic en regardant sur Internet et en lisant des témoignages. Et là j'ai compris que c'était ça que j'avais. Et je voyais, alors au début ça faisait flipper parce que je me dis, ouh là là, tous les problèmes et tout, moi j'en suis pas là, c'est pas ça, je suis pas comme eux, c'est pas drôle pour eux, j'en suis pas là. Voilà, je lisais le témoignage d'une maman qui pouvait plus accompagner son fils à l'école et je me suis dit, ah, elle a vraiment pas de chance, c'est vraiment dur pour elle, son quotidien. Et puis voilà, quelques années après, à peine 2 ans après, c'était aussi ma situation. Donc, justement, le but de cette initiative aussi et de ce comité en faisant cette interview, c'est de faire connaître la vie au quotidien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment ça se passe? Vous êtes maman de 3 enfants, oui. Vos rapports à l'école, comment ça se passe dans la vie au quotidien, à la poste, dans les magasins, voilà. Oui. Alors la vie au quotidien, pour moi, elle a évolué.
on va dire, je retrouve aujourd'hui un équilibre dans cette vie au quotidien avec mon handicap social, hein, j'appelle ça un handicap social, que maintenant j'intègre et je m'accommode avec. Je vais vous dire un petit peu comment tout à l'heure, mais dans un premier temps, j'ai eu l'impression que ma vie au quotidien, ma vie sociale, c'était vraiment un ébranlement. Et du coup, alors avec tout aussi les conséquences psychiques que ça peut avoir suite à l'isolement, je pense que ça peut faire un parallèle, quelqu'un qui devient handicapé à vie ou qui devient paraplégique, il doit faire le deuil de tout ce qu'il peut plus faire. Et moi, j'en étais là, avec un deuil de plein d'activités que je pourrais plus faire. Je me dis, ok, ça, je peux plus aller au cinéma avec mon fils, je peux pas, faire des études, je peux plus, aller au restaurant, je peux plus. J'étais en train de faire la liste de tout ce que je pouvais plus faire. Et là, j'étais un peu dans un gouffre. Et puis, petit à petit, j'ai pu rebondir petit à petit avec un chemin personnel et puis trouver des petites solutions en intégrant mon handicap. Et ça veut dire aussi presque se présenter en disant « Ah bonjour, je suis électro-hypersensible, est-ce que vous pouvez éteindre votre portable? Est-ce qu'on peut éteindre le Wi-Fi ?» Et après, je peux parler de moi. Donc ça, c'est un petit peu, comment dire, le quotidien. Il est compliqué? Il est compliqué, il est avec cette affiche-là en fait. Oui. Une réunion à l'école, je vais demander à l'avance, est-ce que c'est possible de demander aux parents d'éteindre les téléphones et d'éteindre le portable? Sinon, eh ben, je ne viens pas. Donc la réalité, c'est que je n'y vais pas parce que c'est pas possible et je comprends que ce soit pas possible par ailleurs. Je respecte. Aller accompagner un enfant à un anniversaire, c'est tout de suite au revoir, bonjour, je m'en vais assez vite parce que je sais que je vais être exposée. Ou sinon, je préviens à l'avance la maman et je dis écoute, voilà, là, je resterai pas, c'est pas par rapport à toi, c'est juste, ok. Puis certaines personnes disent non, non, mais je peux éteindre, je peux demander à d'autres d'éteindre. Donc c'est plein de petits accommodements qui sont en réalité souvent plus possibles que ce que moi j'aurais imaginé. Mais pour ça, il faut être déjà bien soi-même. C'est tout un chemin que j'ai pu faire et puis pouvoir m'affirmer et me positionner avec cette électro-hypersensibilité. Justement, bien soi-même, est-ce que ça veut dire que ce parcours de personnes hyper électrosensibles, il est finalement très solitaire? Il est solitaire à plusieurs niveaux. C'est dur pour moi de répondre à la question parce qu'il y a tellement de facettes. Mais oui, il est solitaire au niveau médical pour retrouver un équilibre. Il est solitaire au niveau financier parce que quand on perd son emploi, qu'on perd tout, qu'on n'a pas d'assurance perte de gain qui nous aide, que pour avoir une autre assurance, c'est compliqué parce que le problème n'est pas reconnu. Donc légalement, c'est comme si ça n'existait pas et on me l'a dit plusieurs fois. Donc j'ai eu la chance à un moment donné d'aller trop mal pour que ce problème-là, pour qu'on prenne en compte ma situation. Donc l'AI a pris en compte après ma situation dans une mesure de réinsertion professionnelle parce que j'avais la chance d'aller trop mal, émotionnellement d'être super mal. Et du coup, on se dit, ah, il faut quand même faire quelque chose. Justement, quels ont été les rapports avec les personnes avec qui vous étiez en contact à l'assurance invalidité? Alors, à la fois, je veux répondre à cette question et puis à la fois, je ne veux pas perdre le fil de tout à l'heure. Excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci, mais je la garde dans un coin de ma tête. C'est pour dire que l'isolement, il est à plusieurs niveaux. Donc, je disais aussi au niveau financier, puis au niveau personnel. Donc après, j'ai trouvé des personnes qui m'ont aidée, mais parce que mon problème, il a été pris sous un autre angle, plus parce que psychiquement, j'étais pas bien. Mais l'électro-hypersensibilité, non, quelque part, ou très peu. Très peu. Il y a des gens qui m'ont cru, et finalement, oui, il y a des petites perches à prendre, et ça, c'est super, et je les ai prises. Et puis, ça a fait que j'ai pu retrouver un équilibre, et aujourd'hui, je me suis peut-être un petit peu perdue là dans ce que j'explique, mais aujourd'hui, je peux dire que je peux retrouver un équilibre aussi social que j'aurais jamais imaginé, parce que j'arrive à composer avec cette électro-hypersensibilité. Des fois, il y a des réunions que je vais faire en demandant aux gens est-ce que c'est OK ou pas pour vous d'éteindre votre téléphone? Et s'ils me disent oui, je vais participer à la réunion. Et ça, j'aurais jamais imaginé avant. J'ai pu faire des formations, une formation où la doctoresse, elle dit mais non, c'est super, ça va faire de la prévention, on va dire à tout le monde d'éteindre les portables, tu verras, on sera loin du bureau, il n'y aura pas de Wi-Fi et tout. Et du coup, j'ai pu faire cette formation. Donc, il y a plein de petites choses qui sont possibles, mais il faut toujours être assez bien quelque part pour afficher ce handicap et puis demander des aménagements aux autres. Et par ailleurs, des fois, j'en ai aussi marre de demander ça. Et à cause de ça, je me dis non, j'ai pas envie d'aller dire bonjour à ma voisine parce que je sais qu'il faudra que je lui dise est-ce que vous pouvez éteindre le Wi-Fi, s'il vous plaît?
Donc c'est aussi des fois embêtant, ou des fois j'ai pas envie de sortir ou de dire bonjour à quelqu'un que je croise dans la rue, que je connais, parce que je dis non, il va falloir que je me présente en disant est-ce que vous pouvez éteindre votre portable. Alors il y a eu des moments, j'évitais les gens que je connaissais pour éviter de leur poser cette question-là. Donc par rapport à l'invalidité. Ouais. Alors j'ai eu la chance d'être prise en considération en fait par rapport à un mal-être que j'exprimais. Et par rapport à ça, je remercie les personnes qui m'ont sincèrement soutenue. Même si par rapport à ce problème-là, ça restait bancal. Mais sinon, j'ai été, on va dire, sincèrement soutenue, humainement soutenue. Et ça m'a aidé aussi à rebondir professionnellement. On m'a notamment financé une formation dans la pollution électromagnétique qui fait qu'aujourd'hui, je peux faire des expertises. Après, j'ai continué de me former, mais je fais des expertises chez les gens qui ont des problèmes de santé comme moi, en pollution électromagnétique, pour les aider à détecter la source des ondes, mesurer et puis se protéger. Super. Ouais. Vous êtes ergothérapeute. Comment ça s'est passé avec vos employeurs ? Alors, j'étais indépendante, je suis toujours indépendante, mais j'avais un cabinet en tant qu'indépendante à Yverdon. Donc là, à ce moment-là, je ne savais pas comment aménager mes locaux, donc j'ai perdu toute ma clientèle. Je ne pouvais plus aller travailler. Hein. Je suis allée jusqu'au point rouge où j'en pouvais plus pour vraiment arrêter de travailler. Et puis j'avais un 10%, et effectivement, mon employeur, lui, a reconnu la problématique, si bien que du jour au lendemain, quasiment, il m'a dit vous ne pouvez plus venir travailler parce que ça va être trop compliqué pour nous. Donc voilà, si les assurances ne reconnaissent pas, l'employeur, lui, parfois reconnaît. Donc en me disant gentiment de ne plus travailler. Et donc depuis, vous exercez votre métier de quelle manière ? Alors, comment vous avez rebondi face à cet employeur qui... Oui, comment j'ai rebondi? Alors déjà, émotionnellement, c'est super dur parce que quand on est dans la problématique et où tout nous arrive dessus et où c'est super dur, parce que moi j'étais mal tout le temps, hein, je ne savais pas où dormir, je ne savais pas où que j'aille, j'étais pas bien. Donc déjà, c'est super dur, il y a un isolement social. Il y a les assurances qui ne nous reconnaissent pas, ça n'existe pas. À la limite, on peut être un peu fou, mais ça n'existe pas, voilà. Et puis, en plus, l'employeur qui nous vire presque du jour au lendemain, il y a émotionnellement quelque chose de super dur. Et du coup, petit à petit, professionnellement, rebondir, ça prend du temps. Donc, je peux dire que c'est vraiment que 4 ans après que je reconstruis ma clientèle et que je rebondis. Donc, dans ma profession, c'était trouver un nouveau lieu que mon ami a pu blinder pour pouvoir travailler sans avoir de symptômes la journée. Parce que je suis indépendante, je peux continuer de travailler. Sinon, quelqu'un qui n'est pas indépendant à l'heure actuelle, aujourd'hui, il y a trop peu d'aménagements pour que la personne puisse continuer de travailler, alors que ça pourrait être très simple par ailleurs. Donc, je suis indépendante, je peux continuer de travailler. Je recrée une clientèle avec les enfants en cabinet. Et puis surtout, dans ma profession, je travaille aussi avec des personnes qui ont des problèmes de santé à cause de la pollution électromagnétique. Et ça, je l'intègre pleinement dans ma profession parce que ça a du sens, en fait. Et peu à peu, j'espère faire du lien avec des professionnels de la santé. Vous avez dit tout à l'heure, j'ai aménagé le lieu de travail et je l'ai blindé. Vous pouvez expliquer ce que ça veut dire? Donc, je l'ai aménagé, c'était déjà trouver un lieu qui soit assez sain au niveau des ondes. Et en fait, je l'ai aménagé dans le sous-sol de ma maison. C'était le plus simple parce qu'il n'y avait pas trop de voisins, donc moins de rayonnement, moins de Wi-Fi, moins de téléphone portable. Donc, plus facile à aménager. Et puis, ceci dit, maintenant, avec la connaissance, je sais que des lieux dans un immeuble pourraient être aménageables, hein, entre parenthèses. Là, c'était le plus facile, c'était chez moi, dans le sous-sol. Donc, il y a eu des peintures anti-ondes pour haute fréquence qui ont été mises, après recouvertes de blanc, et puis le blindage en électricité pour les basses fréquences aussi. Pour l'ordinateur, pareil, des câbles blindés, un clavier infrarouge. Donc aujourd'hui, en tant qu'électro-hypersensible, je peux travailler toute une journée devant un ordinateur s'il faut et téléphoner s'il faut, sans aucun symptôme. Donc ça a un coût, j'imagine. Ça a un coût. Ça a un coût. Et quand on perd son travail, qu'on n'a pas d'assurance et qu'on doit tout payer, le coût, ça a été à peu près 25 000 francs pour moi. Ça a été tout sur des réserves, avec 2 ans aussi de vie, sans salaire, sans assurance, sans rien. Donc on a dû vivre en famille. Mon copain était à l'époque sans travail, un chômage qui s'arrêtait sans travail. On a dû vivre quasiment 2 années sur des réserves personnelles d'un petit salaire d'ergothérapeute, quoi.
Chapeau. C'était difficile. Vous m'avez dit aussi en préparant cette émission que vous avez créé une pétition qui vise la reconnaissance des personnes qui sont électro-hypersensibles. Oui. Comment cette pétition a-t-elle été accueillie à la fois par les politiciens, par les organes étatiques et aussi la population? Alors pour l'instant, j'ai un gros travail à faire pour qu'elle soit accueillie parce que je l'ai assez peu encore soutenue, cette pétition, et assez peu diffusée par manque d'énergie. J'ai eu Madame Catherine Meyer, responsable des services du Parlement, qui m'a dit un petit peu comment faire pour la procédure par rapport aux signatures et surtout le but, l'objectif qu'il fallait que je mette en avant dans cette pétition, notamment la protection sociale et les aménagements pour ces personnes, pour qu'elles puissent continuer de travailler, puis pour qu'elles aient une assurance tout simplement, qu'elles puissent continuer de vivre, parfois de manger. Pour certaines personnes, ça peut être un problème tellement elles se retrouvent pauvres à cause de ce problème qui n'est pas reconnu. Et aujourd'hui, j'ai un gros travail à faire pour que cette pétition soit relayée, diffusée, etc. Donc je compte sur tous ceux qui m'écoutent. Alors on pourra mettre le lien volontiers. De votre pétition sur notre émission. Volontiers. Par rapport à cette initiative, quelle est votre perception de cette initiative fédérale? Elle est excellente et surtout elle est nécessaire de mettre en avant les responsabilités, de mettre les gens face à leurs responsabilités en fait. C'est presque trop facile de faire des dégâts et de ne pas payer les conséquences. Et puis aujourd'hui, cette initiative, pour moi, elle est nécessaire pour que les gens qui sont responsables puissent, d'une certaine manière, assumer leurs responsabilités, soit en payant, soit autrement, mais assumer leurs responsabilités. Et les gens responsables, il y a ceux de la téléphonie mobile, bien sûr, qui sont responsables d'installer des antennes relais, mais à plein de niveaux. Il y a les politiciens qui sont responsables aussi d'accorder ou pas. Il y a le responsable qui va être chargé de signer une mise à l'enquête ou pas pour dire « Ok, on met de la 5G sur notre commune ou pas ». Ça sera une personne qui va signer l'initiative ou pas. Chaque personne a sa responsabilité à son niveau et je trouve que c'est nécessaire que les personnes prennent leurs responsabilités là où elles en sont, quoi. Marie, venons-en à ces valeurs limites. Nous voyons que les opérateurs, les politiciens ont comme argument justement que ces valeurs limites ne sont pas si élevées et donc sans danger pour la santé. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Donc oui, effectivement, c'est l'argument principal que ces valeurs sont légales et puis du coup pas dangereuses pour la santé. C'est justement l'angle, une pierre angulaire, on va dire, du problème. À mon avis, c'est la problématique principale, c'est ces valeurs limites. Donc l'ICNIRP, c'est une ONG internationale pour la protection contre les rayonnements non ionisants. Donc un rayonnement non ionisant, c'est tout ce que, par exemple, tout ce qui sera sans fil. Mon téléphone portable, il émet un rayonnement, des hautes fréquences électromagnétiques artificielles. Et du coup, ces valeurs-là, il y a plusieurs problèmes. C'est elles sont hyper élevées. Et deux, elles mesurent les effets à court terme. Donc pour le premier point, elles sont hyper élevées. Ça permet un développement massif. On peut y aller en termes de développement, en termes de sans fil, en termes de 5G, etc. On peut y aller, il y a de la marge. Je vais vous dire tout à l'heure pourquoi elles sont... Vous donner des exemples qui vous feront comprendre pourquoi elles sont hyper élevées. Et puis pourquoi elles sont comme ça hyper élevées? On peut se poser la question, en tout cas, ces valeurs-là, elles ont été mises en place par l'industrie du sans-fil et de l'énergie. Donc effectivement, quand on comprend par qui elles ont été mises en place, on peut se poser certaines questions. Elles sont hyper élevées, par exemple... En Suisse, les valeurs limites, elles sont entre 4 et 6 volts pour les zones de repos. Les valeurs ICNIRP, elles sont entre 29 et 61 volts pour les zones de repos. Moi, dans les expertises, chez les gens en Suisse, je vise à être 100 fois inférieure aux valeurs légales suisses. Voilà, et donc 1000 fois inférieure aux valeurs ICNIRP. Donc, ce qui est énorme. Les valeurs qu'on propose par des études indépendantes,
elles sont à 0,06 volts par mètre. Donc la différence, en fait, elle est juste énorme. Elle est considérable. Et considérable. Oui. Le problème, c'est que les gens, aujourd'hui, en fait, ils se croient protégés dans leur santé parce que les normes sont légales, elles sont respectées, mais ils ne le sont pas. C'est un grand mensonge. C'est un mensonge. Ça entretient le déni de la problématique et puis ça fait croire aux gens qu'ils sont protégés alors qu'ils ne sont pas, à commencer par les enfants, là où je trouve que c'est scandaleux et c'est grave. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune prévention pour les enfants. Aucune prévention au niveau politique, au niveau médical. Et un enfant, par exemple, dans une crèche, va facilement, ou à domicile, avoir le babyphone dans son lit ou à côté de son lit. Ou moi, j'avais vu plusieurs fois dans les crèches la box Wi-Fi à 10 cm du matelas. Aucune prévention. Et dans les écoles, on assiste aussi à un les super écoles, développement bien sûr, des tablettes sans fil. Il y a un super et donc la Wi-Fi tout ouais. azimut. Ouais. Et là, on sait que c'est aussi dangereux pour tous ces gamins. C'est dangereux et d'autant plus que l'enfant a une boîte crânienne qui va être plus perméable que les adultes. Et du coup, il y aura plus de conséquences de pénétration des rayonnements au niveau du cerveau, quoi. Ça se fera plus en profondeur. Donc oui, c'est dramatique. Et c'est vraiment un problème de santé publique. Et aujourd'hui, il faut justement des gens qui en parlent pour que, j'espère, plus tard, ce soit les politiciens et le médical qui prennent le relais. Il est important d'informer et de diffuser toutes ces connaissances. Bien sûr. Ouais. En aparté, vous m'avez dit aussi que la personne hyper-électrosensible, c'est que la pointe visible de l'iceberg. Oui. Voilà. Quelle est la partie invisible pour vous ? Alors, la personne électro-hypersensible, effectivement, c'est la pointe visible de l'iceberg parce qu'elle, elle va faire des liens entre son exposition et ses symptômes. Donc, elle sait que c'est ça. Mais d'après moi et aussi d'après des études, notamment de l'équipe du docteur Bellepomme à Paris et d'autres études, il y a beaucoup de gens qui vont développer des symptômes sans forcément faire le lien parce qu'ils ne vont pas les avoir tout de suite après une exposition ou pendant l'exposition. Mais leur corps ne tolère pas pour autant les champs électromagnétiques. Il peut y avoir des problèmes de peau, il peut y avoir des problèmes neurologiques à cause des champs électromagnétiques, il peut y avoir des migraines, des acouphènes. Moi, je vais voir des insomnies aussi. Il y a des médecins qui me demandent de faire des expertises chez des gens qui ont des insomnies. Et ils ne vont pas forcément faire le lien avec la pollution électromagnétique. Et on va faire... voilà. Et puis... En fait, c'est que ça va toucher la pollution électromagnétique, ça va toucher tous les systèmes du corps, et puis ça va perturber en fait le corps. J'avais regardé une émission où dans une entreprise informatique, il y avait eu 7 personnes qui avaient le gliome du cerveau, une maladie rare, et puis ils étaient fortement exposés aux champs électromagnétiques. Alors tout était dans les normes, donc ça pouvait ne pas être ça, bien sûr. Tout était dans les normes légales. Cependant, bien sûr, certaines personnes se posaient quand même des questions sur un lien de cause à effet. Et ces personnes-là n'étaient pas pour autant électro-hypersensibles. Donc en fait, il y a la pointe de l'iceberg, les gens qui se disent « Ok, c'est à cause de ça ». Puis derrière, il y a tous ceux qui ont certainement des problèmes de santé à cause de ça, qui ne le savent pas. Oui, alors hier, ça me renvoie à cette petite situation que j'ai vécue dans mon village en partageant avec une connaissance qui me disait « Mais moi, j'y comprends plus rien. Il y en a qui disent comme ça, d'autres qui disent autrement ». J'ai envie de vous demander maintenant quel serait pour vous le mot de la fin que vous aimeriez laisser au travers de cette interview aux téléspectateurs. Alors le mot de la fin, j'ai envie de dire, on n'est pas protégé dans notre santé par des normes qui aujourd'hui sont légales. C'est peut-être dur à croire, mais c'est la réalité. Et par rapport à ça, j'ai envie de dire, on nous ment très très bien. On nous ment très bien. Le personnel médical n'est pas formé et les politiciens aujourd'hui ne nous protègent pas. Oui. Voilà. Donc le mensonge autour de tout ce qui concerne la nocivité des champs électromagnétiques. Et un déni, en tout cas un déni et puis une volonté de cacher, en faisant croire qu'aujourd'hui il n'y a rien qui est prouvé, mais ce n'est pas vrai. Merci Marie d'avoir pu vous exprimer avec authenticité, vérité pendant cette interview et je vous remercie très chaleureusement. Merci. Au revoir. Merci Étienne.